Et oui, ça se passe en live en direct, donc pour vous et vous, c'est un spécial hommage à Daddy Uroy. Et oui, et on va introduire un professeur. Yes! Yes! Eh bien, on va introduire un professeur, Hamza Boukari. J'espère que je l'ai bien dit. Yeah! Yes, yes, yes. Zabagaton, Royal Blessing. Yes. On est bon là? Ok, parfait, très bien. Alors, on est là pour commémorer la victoire d'Adwa, qui est une grande victoire dans l'histoire de l'Afrique, qui est même une grande victoire dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte. On est le 29 février 1896. On est dans une période où il y a une fête orthodoxe, où la grande partie du peuple éthiopien, africain d'Éthiopie, est en train de célébrer, de prier ses dieux. On est dans la nuit du 29 février au 1er mars 1896. Quand, à 4 heures du matin, plusieurs émissaires viennent d'un peu toutes les régions du pays pour prévenir Ménélique II, l'empereur, qu'il y a un mouvement de troupes, un mouvement des troupes italiennes qui se dirigent vers Adwa. À une époque où l'Éthiopie, notamment dans la région du Tigré, est divisée en deux parties. Il y a la colonie italienne du Tigré, qui prendra le nom plus tard d'Érythrée, et la province éthiopienne du Tigré. Et donc là, on est dans la province éthiopienne. C'est-à-dire que les Italiens sont déjà présents, ils ont déjà commencé à coloniser les côtes, ils sont présents au niveau des ports, mais ils veulent aller un peu plus loin. Ils veulent prendre leur revanche sur une première défaite de 1896. Et donc, Ménélique II apprend très rapidement qu'il y a un mouvement de troupes. Il y a plusieurs milliers de soldats italiens avec des askaris, donc des soldats érythréens qui ont été contraints à rejoindre les troupes italiennes, qui fait marche vers Adwa. Et immédiatement, en l'espace de 2 heures, il va mobiliser 90 000 hommes et femmes, puisque des femmes vont également participer à la bataille d'Adwa. Et donc, à 6h10 du matin, débute la bataille d'Adwa, qui va durer à peine 6 heures, c'est-à-dire qu'en moins d'une demi-journée, la première bataille entre une armée africaine et une armée européenne, et la première bataille de l'histoire qui oppose radicalement, frontalement, des milliers de soldats africains à des milliers de soldats européens, va se terminer par une déroute totale de l'armée européenne, de l'armée italienne. C'est extrêmement important parce qu'il y avait déjà eu des victoires ou des résistances coloniales précédemment, mais la bataille d'Adwa, la victoire d'Adwa, c'est vraiment une victoire décisive. Parce qu'on est en 1896, parce que l'ensemble du continent africain est en train d'être colonisé, et l'Éthiopie va être le seul territoire qui va maintenir, non pas son indépendance, mais sa souveraineté. Deuxième territoire qui était indépendant, c'était le Libéria, mais le Libéria, c'est une colonie afro-américaine. Et en dehors du continent africain, il y avait bien évidemment Haïti. Alors, il y a peut-être parfois ce débat d'Éthiopie, Haïti. Oui, mais Haïti, c'était 1804, Dessalines, la bataille de Vertières, etc. Oui. Haïti est la première grande victoire et la seule victoire d'une armée dite d'esclaves qui a gagné sa liberté et qui a vaincu le colonialisme. Mais on est à l'extérieur du continent africain. C'est un peu différent. Et la victoire d'Haïti va être totalement censurée. Alors que la victoire de l'Éthiopie et la déroute de l'Italie, il était impossible de la cacher. Et donc, dès le lendemain, dans le New York Times, dans The Times, dans les journaux français, on parle de cette déroute historique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut replacer un peu tout ça dans son contexte. En fait, l'Éthiopie a toujours été souveraine, elle a toujours été indépendante, et c'est un pays qui est situé dans une région qui est une région de passage, qui est au niveau de la mer Rouge, qui est au niveau de l'isthme de Suez. Et donc, c'est une région qui est extrêmement géostratégique, que tout le monde a voulu conquérir. Les Portugais, les Arabes, les Ottomans, les Britanniques, tout le monde a voulu conquérir l'Éthiopie. Donc, très tôt, les Éthiopiens ont dû apprendre à se battre, à faire la guerre pour
garder leur souveraineté. Et en faisant cette guerre, ils ont compris que parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Que parfois, pour se protéger, eh bien, il faut étendre aussi sa propre domination. Et donc, le cas de l'Éthiopie est très important parce que c'est la première fois qu'on a une vraie puissance africaine avec une dimension, entre guillemets, expansionniste qui fait face aux puissances coloniales qui sont coalisées dans cette région, mais qui en même temps ont des rivalités. Donc, vous avez bien évidemment le Royaume-Uni qui est présent dans la région, notamment au niveau de l'Égypte, également du Soudan. Vous avez la France qui est présente dans ce qui deviendra plus tard Djibouti, donc le fameux chemin de fer Addis-Djibouti qui va jusqu'à Nantes et qui explique pourquoi il y a aujourd'hui à Nantes une importante communauté de la Corne de l'Afrique, notamment de Djibouti, parce que ça a terminé à Nantes, le trajet. Et vous avez donc l'Italie qui est la dernière venue. Donc l'Italie, c'est une petite nation, pas très puissante, qui a fait son unification, ce qu'on appelle le Risorgimento, dans les années 1870, avec Garibaldi, avec Mazzini, avec Cavour, et qui comprend que pour réaliser son développement, il lui faut des colonies. Pourquoi? Parce que l'Italie, au nord, vous avez une bourgeoisie lombarde, industrialisée, et au sud, vous avez des paysans pauvres, dans ce qu'on appelle le Mezzogiorno. Et les Italiens n'avaient que deux solutions, un peu comme les Français, un peu comme toutes ces colonisations de peuplement. Soit il s'agissait de migrer, notamment vers les États-Unis, et donc forte communauté italienne aux États-Unis, mais également en Argentine, au Brésil, etc. Soit tout simplement de se lancer dans la colonisation, notamment pour les investissements. Et donc en 1885, à la conférence de Berlin, eh bien, l'Italie va se voir attribuer une sphère d'influence qui correspond à l'Éthiopie. L'Éthiopie à l'époque de Johannes, empereur Johannes. Éthiopie qui, à l'époque, bien évidemment, n'avait pas été impliquée à la conférence de Berlin, en dépit du fait qu'elle avait toujours été impliquée. Et ce qui va se passer, c'est que les Italiens vont donc se mettre en marche pour tenter d'imposer leur volonté sur le terrain. Ils vont prendre une première défaite en 1887 à Dogali, au terme de laquelle ils vont néanmoins se fixer au niveau des ports de la mer Rouge, notamment le port d'Assab, de Massawa. Et à partir de ces ports qui étaient détenus par des privés qui vont être cédés à l'État italien, un peu sur le modèle de ce que Léopold II a fait avec la Belgique, eh bien, les Italiens vont commencer à essayer de gratter du terrain pour prendre le contrôle progressivement de l'Éthiopie en plus de la Somalie. Sauf qu'en Éthiopie, il y a du répondant. Donc, il y a l'empereur Johannes qui est succédé en 1889 par un empereur très important, Ménélique II, qui vient de la région du Shoa, donc la région centrale autour d'Addis Abeba, et qui, quand il prend le pouvoir en 1889, s'inscrit dans une rivalité régionale entre les Tigréens et les Amaras, et va étendre l'Empire, va reconquérir des provinces, notamment vers le sud et l'ouest du pays, donc diamétralement opposés à Anouar. Et en même temps qu'il fait cela, il développe une diplomatie qui lui permet d'obtenir notamment des armes, en sachant que la particularité de l'Éthiopie, c'est comme elle est attaquée par tout le monde, eh bien, elle essaye aussi d'avoir une diplomatie qui lui permet de ne pas être contrainte de faire à chaque fois la guerre. Mais comme la diplomatie a toujours des limites, elle a été amenée à faire la guerre contre tout le monde et elle a écrasé tout le monde. Personne n'a réussi à conquérir ce royaume. Et donc, c'est le cas des Italiens. Donc, au départ, on est sur des positions, on va dire, diplomatiques. Il y a notamment un traité qui va être signé, le traité de Mucciale ou Muccielli, qui contient une problématique très importante. Problématique très importante parce que le traité est rédigé initialement en amérique. Et il va être traduit en italien, mais la traduction italienne était une traduction faite erronée qui, comment dire, plaçait d'une certaine manière l'Éthiopie sous protectorat de l'Italie. Et ce qui est très important à savoir, c'est que le traducteur de ce traité ne parlait pas italien, il ne parlait que amérique et français, et en réalité, la version italienne de ce traité-là a été préparée à Rome dans l'idée que le roi, donc l'empereur Ménélique II, ne ferait pas attention. Mais en réalité, il a regardé, il a constaté qu'il y avait un problème dans les termes qui étaient utilisés du côté italien.
Et donc, à partir de ce différend sur le traité de Bucharest, il y aura une série de conflits, une série de crises qui vont amener donc à la bataille d'Adwa. Alors, parmi cette série de crises, plusieurs éléments importants. Il y a le fait que l'Éthiopie avait développé des relations économiques avec l'Italie. C'était la base d'un traité d'amitié. Mais voyant que l'Italie est en train de préparer un mauvais coup, Ménélique II va rompre le traité économique, l'aide que l'Italie donnait à l'Éthiopie, c'était 4 millions de livres, donc un emprunt. Il va rompre cet emprunt économique et il va rembourser la totalité de ce qu'il avait pris à l'Italie. En gros, pour dire aux Italiens, j'ai compris votre petit jeu, vous m'avez donné de l'argent, vous pensez que vous pouvez m'acheter, ça c'est fini. On rompt le principe de l'aide. L'argent que vous m'avez envoyé, que j'ai utilisé, je vous le rembourse intégralement et on en reste là. Sauf que pour les Italiens, eh bien, ce n'était, on va dire, que le début, on va dire, de la propagande pour passer à l'attaque. Par la suite, les Italiens vont tenter aussi de corrompre les races, c'est-à-dire les princes qui étaient autour de Bénédicte. Ils vont notamment tenter de corrompre race Maconnais, donc le père d'Haïlé Sélassié. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces princes vont effectivement dire aux Italiens, si vous attaquez, ne vous inquiétez pas, on va laisser trouver Ménélique II, on se mettra avec vous. Mais derrière, ils précisent bien Ménélique II, attention, il y a des Italiens qui sont prêts à attaquer, mais on leur a dit qu'on va faire défection, donc ils vont arriver en étant confiants, en pensant qu'on va t'abandonner, mais on ne t'abandonnera pas. Donc, tout ça, c'est des éléments de stratégie extrêmement intéressants qui expliquent en fait comment, par l'intelligence, c'est-à-dire par l'espionnage, par la ruse, par la diplomatie, eh bien, les Éthiopiens ont joué un peu avec les Italiens comme le chat avec la souris. Alors que de l'autre côté, les Italiens étaient persuadés qu'ils n'allaient faire qu'une bouchée de l'Éthiopie. À tel point que lorsque le mois de février donc 1896 arrive, et que les négociations entre l'Italie et Ménélique II sont terminées à Chypre, eh bien, le gouverneur italien, enfin le général italien, Baratieri, annonce que maintenant, les négociations sont finies, toutes les actions sont possibles. Et donc, les Italiens préparent leur attaque. Ils vont mobiliser 18 000 hommes, donc 10 000 Italiens blancs, et 8 000 soldats érythréens qu'ils avaient un peu forcés à participer à cette bataille-là. C'est très important parce que même les soldats érythréens contraints à aller se battre contre l'Éthiopie ne voulaient pas y aller, ils ont été contraints de force. C'est un élément très important qui explique aussi l'actualité de cette bataille en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Éthiopie, dans la région du Tigré. Et donc, dans la nuit du 29 février 1896, les Italiens descendent, traversent un certain nombre de plateaux et de montagnes, arrivent au niveau, donc, aux environs d'Adwa, prennent position un peu en hauteur, donc sur une zone qui topographiquement leur donnerait l'avantage, et se mettent en position d'attaque. Et le général italien était tellement sûr de sa victoire qu'il estimait qu'il suffisait que les Italiens se mettent en hauteur comme ça pour que les Éthiopiens capitulent. Sauf qu'entre-temps, donc on revient dans cette nuit du 29 février au 1er mars, Ménélique II et tout le peuple est en train de prier son Dieu. Et quand on apprend que les Italiens sont en train de marcher, eh bien tout le monde dit, pendant que nous sommes en train de prier nos dieux, il veut nous prendre par surprise et on ne se laissera pas faire. Et donc on est dans cette même configuration que quelque part lors de Bois Caïman, où on invoque les dieux africains avec nos secours. Donc la dimension morale, la dimension religieuse est très présente. Et immédiatement, les soldats qui étaient en permission pour ce genre de fête vont se mobiliser et ils vont venir d'un peu toutes les régions. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 25 000 qui venaient de la région qui était Amara, 15 000 qui étaient du Tigré, d'autres du Choix, donc des soldats vraiment de toutes les régions d'Éthiopie qui vont marcher vers Adwa avec des officiers de toutes les régions du pays, à tel point que la bataille d'Adwa, c'est la première fois d'une certaine manière que ce sentiment d'éthiopianité apparaît. Et du coup, ce sentiment d'africanité, d'unité apparaît dans un territoire que Ménélique II était en train de reconquérir et de réunifier, tout en donnant du pouvoir décentralisé
Ouras, puisque l'Éthiopie, c'est un État fédéral. C'est le seul État fédéral d'Afrique avec le Nigeria. C'est-à-dire que les provinces ont un pouvoir, ont de l'autonomie. Mais il y a un gouvernement central qu'il faut maintenir. Donc, quand Ménélique II appelle à marcher contre les Italiens, eh bien, tout le monde arrive et tout le monde se met derrière Ménélique II. Et donc, à 6 h du matin, la bataille est lancée et les Italiens vont se faire littéralement tailler en pièces. Sur les 10 000 soldats blancs qui étaient présents, 8 000 vont être tués en 6 heures. Et sur les 8 000 soldats érythréens qui étaient un peu présents, 4 000 également seront tués. Et d'autres partiront, dans la débandade, et quelques-uns seront capturés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lors de cette bataille, Ménélique II était dans une église un peu en hauteur, depuis laquelle il pouvait assister à toute la scène. Il avait des jumelles, il assistait à toute la scène. C'était d'armées modernes, équipées, bien payées, mais avec des munitions qui étaient moins sophistiquées que celles des Italiens. Les Éthiopiens avaient 40 canons, les Italiens avaient 56 canons. Les Éthiopiens avaient 50 000 armes à feu pour 70 000 à 80 000 soldats, alors que les Italiens étaient tous armés avec des armes modernes. Mais avec une tactique de guerre bien éprouvée, eh bien, les Éthiopiens vont mettre en déroute les Italiens en les attaquant, en les privant de leurs armes et en continuant la bataille au corps à corps. Donc Ménélique II, il observe tout ça avec ses jumelles, avec l'impératrice Taïtou Betoul. Et ça, c'est très important parce que l'impératrice Taïtou Betoul va jouer un rôle central dans cette bataille. Donc Ménélique II et l'impératrice sont un peu en retrait parce que le principe, c'est d'éviter que l'empereur soit tué au front. C'était déjà arrivé précédemment. Mais là, l'impératrice elle-même, au bout d'un moment, va quitter l'église où elle était et va aller directement sur le front avec 5000 hommes de sa garde personnelle et elle va également mobiliser plusieurs milliers de femmes qui vont jouer un rôle de premier secours et pour apporter de l'eau et de la logistique aux soldats qui étaient sur le front. Et on estime vraiment que le rôle de l'impératrice, le rôle des femmes lors de la bataille d'Adwa était vraiment central et il a été d'autant plus important que Taïtou Betoul était vraiment une impératrice à poignée. Elle en voulait énormément à Ménélique II d'avoir signé le traité avec les Italiens. Et après ce traité-là, elle avait dit à Ménélique II qu'aucun traité ne sera signé sans ma présence. D'où le fait qu'elle était vraiment importante dans le dispositif. Elle était vraiment sur le terrain de bataille. Donc, à l'issue de la défaite des Italiens, eh bien, les Éthiopiens vont exercer une poursuite pendant 4 jours derrière l'armée italienne en déroute, mais ils n'iront pas jusqu'à l'Érythrée. C'est-à-dire que ce que Ménélique va faire, c'est également de la réalpolitique et de la sagesse tactique. Parce qu'il a eu des informateurs qui lui expliquaient, qui l'informaient que des soldats italiens, des renforts risquaient d'arriver au niveau de l'Érythrée, une quarantaine de milliers d'hommes, et que s'ils s'aventuraient à poursuivre les Italiens jusqu'au bout, eh bien, les Italiens l'attendraient au niveau notamment de Asmara, capitale de l'Érythrée, de Assab et de Massawa. Et il a compris que le rapport de force risquait de se retourner contre lui. Donc il ne va pas les poursuivre. Deuxièmement, on est au mois de mars, et la saison des pluies arrive, et donc Ménélique II est un peu plus intelligent, et même beaucoup plus intelligent que Napoléon. Il sait ce qui se passe quand on ne maîtrise pas l'élément climatique, et donc il va comprendre que ce n'est pas la bonne période pour attaquer. Et troisièmement, eh bien, il y a la nécessité de déplacer toute une logistique qui, s'il exportait au niveau de la province du Tigré et de l'Érythrée, risquerait en fait de peser sur les ressources locales, sur les ressources à disposition des paysans et du peuple tigréen. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important parce que l'effort de guerre a été soutenu par les paysans et par le peuple éthiopien. Et en même temps, toutes les informations sont le fait du peuple éthiopien. Par exemple, pendant que les Italiens marchaient vers Adwa, eh bien, les Italiens avaient une carte qui comportait des erreurs. Donc, à chaque fois qu'ils demandaient leur route, eh bien, les paysans éthiopiens faisaient exprès de leur indiquer le mauvais chemin. Donc, une non-collaboration du peuple, tout simplement. C'est-à-dire qu'il suffit parfois de dire non. Il
Il suffit parfois d'induire les gens en erreur pour gagner du temps, pour permettre à nos troupes de se mettre en place, de se mettre en position et de jouer ensuite par l'effet de surprise. Donc ces éléments-là, ces petits éléments-là sont extrêmement importants pour comprendre en quoi la bataille d'Adwa va vraiment créer une identité, une nation, un peu une histoire particulière. Donc au lendemain de cette déroute historique, donc les médias en parlent. Donc c'est la différence avec Haïti. Haïti a été totalement censuré dans l'histoire. Il ne fallait surtout pas que l'information sorte de Haïti, parce que ça pouvait donner de mauvais exemples. Mais dans le cas de l'Éthiopie, c'était tellement flagrant. C'est-à-dire qu'on voit bien que toute la carte de l'Afrique est en train d'être colonisée. Puis là, vous avez un gros trou où, en fait, c'est les Africains qui sont là. Et ce qu'il faut retenir de cette bataille d'Adwa, encore une fois, c'est que c'est la première bataille historique, militaire, qui oppose vraiment des armées africaines à des armées européennes et qui aboutit très clairement à une victoire africaine. Donc la bataille d'Adwa, c'est une victoire africaine. Pas que éthiopienne, mais africaine. Parce qu'elle envoie des messages. Elle envoie deux messages. Elle envoie un message aux colons en disant attention, ici c'est l'Éthiopie, ici c'est l'Afrique, vous n'avancerez pas plus loin que les limites que nous avons fixées. Et donc Ménélique II, par la suite, va mener une diplomatie dans laquelle il ne reconnaîtra plus un certain nombre de traités imposés par les Européens. Il y aura ensuite un retour de bâton. Et deuxièmement, un message envoyé aux Africains en disant si nous avons pu résister, vous aussi vous pouvez résister. Parce que 1896, mars 1896, c'est l'année où le Dahomey tombe, c'est l'année où le royaume Ashanti est en train de tomber, c'est l'année où le Moro-Naba, ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso, est en train de tomber, c'est l'année où un certain nombre de royaumes sont en train de tomber, où la reine Ranavalon III à Madagascar est également renversée. Et donc tout le continent africain est en train de tomber sous la domination coloniale. Et cette victoire de l'Éthiopie contre l'Italie fait grand bruit. Elle fait aussi grand bruit au niveau des colons, parce que c'est quelque chose qui était craint notamment par les Britanniques et les Français, à savoir que la victoire de l'Éthiopie allait donner de mauvais exemples dans les autres colonies britanniques et françaises. D'où le fait que Adwa va être perçu comme un élément moteur de la résistance anticolonialiste au moment même où le colonialisme se met en place. Et ça aussi, c'est un élément très important. Alors, il faut savoir que l'Éthiopie se bat dans cette région contre l'Italie, puis le Royaume-Uni qui soutient également l'Italie, puisque l'intérêt du Royaume-Uni, c'est que l'Italie soit présente pour faire tampon vis-à-vis de la France, se bat également contre la France, qui a des prétentions sur la région. Et l'Éthiopie, en revanche, va bénéficier d'un soutien de la Russie. Là aussi, c'est des éléments qui peuvent faire parfois écho avec l'actualité. C'est-à-dire que la Russie tsariste se reconnaît solidaire de l'Éthiopie à travers notamment la religion orthodoxe. Il y a une forme de fraternité qui existe entre les Russes orthodoxes et les Éthiopiens orthodoxes, tout en sachant que pour les Français ou les Italiens, ou même les Portugais, il s'agissait de conquérir l'Éthiopie parce que c'est le véritable royaume chrétien. Tout le monde sait que le christianisme est né en Éthiopie. Le véritable christianisme vient d'Éthiopie. Et dans la diaspora, c'est ce qui avait donné naissance à ce qu'on appelle l'éthiopianisme, développé en Jamaïque par George Lind, mais également développé, on le dit très peu, en Europe même, par un philosophe suédois qui s'appelle Emanuel Swedenborg, qui avait établi dès le XVIIIe siècle que le véritable peuple chrétien, le véritable peuple élu, était au niveau de l'Éthiopie. Donc ça aussi, ce sont des éléments extrêmement intéressants qui montrent en fait comment l'Éthiopie va cristalliser un certain nombre de références, donc la référence biblique, qui était celle qui était utilisée par les Noirs dans les Amériques, notamment dans l'espace protestant, et donc la naissance d'églises qu'on va appeler les églises éthiopianistes, qui existaient avant la bataille d'Adwa, que l'on retrouvait également en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. L'éthiopianisme, également à travers les différents mouvements historiques, qui vont à cette époque-là développer l'écriture de l'histoire qu'on retrouve chez W.E.B. Du Bois et qu'on retrouve également chez Marcus Garvey. C'est-à-dire que sans Adwa, il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey. Ça aussi, c'est un élément
fondamentale, et un certain nombre d'autres figures qui vont s'inspirer de l'Éthiopie, Kezia Ford, George Padmore, etc., qui vont écrire aussi beaucoup de poèmes sur l'Éthiopie. Donc Adwa va produire également une production culturelle, musicale, littéraire, artistique, très importante autour de cette bataille-là, et aussi une tradition politique, donc le principe de souveraineté de l'Éthiopie. Et donc en octobre 1896, Ménélique II va imposer un nouveau traité qui impose en fait aux Européens la reconnaissance de la souveraineté de l'Éthiopie. Et ce traité sera rédigé en français et en amharique. Alors un élément assez important, effectivement, la question de cette souveraineté va être sujette à débat en Occident. Quand on lit la presse occidentale, la manière dont elle interprète la bataille d'Adwa, pour les Britanniques, c'est un peuple barbare qui a résisté aux Italiens. Mais dans cette notion de barbare, c'est très important parce que après la victoire d'Adwa, l'Éthiopie va être ostracisée par les Occidentaux, qui vont dire que l'esclavage continue en Éthiopie, donc en fait, ce n'est pas des gens civilisés. C'est un prétexte pour interdire notamment à l'Éthiopie d'entrer dans la Société des Nations. C'est souvent un thème que des éthiopianophobes utilisent pour, on va dire, salir un peu cette histoire de résistance éthiopienne. Mais on sait que ça a été en grande partie aussi construit dans le récit pour excuser ou justifier la nécessité de coloniser l'Éthiopie. En gros, vous n'êtes pas civilisé tant que vous n'avez pas été colonisé. Et comme vous, Éthiopiens, n'avez pas été colonisés, eh bien, vous n'êtes pas réellement civilisés, vous restez des barbares. C'est un raisonnement très vicieux, puisqu'effectivement l'intégralité du continent africain a été colonisée sur ce prétexte-là, qu'il s'agissait d'apporter la civilisation, mais l'Éthiopie, c'est une civilisation qui est 1000 fois plus ancienne que la civilisation occidentale. C'est la Nubie, c'est Touche, c'est Napata, c'est tout ce qui est en lien aussi avec, bien évidemment, l'Égypte, la vallée du Nil, etc. Et donc là, on est face à une civilisation, face à un espace civilisationnel qui va répondre et qui répond aux attaques. Un autre élément, c'est que les Italiens qui ont été humiliés vont voir leur gouvernement tomber dans les 2 ou 3 jours après la bataille d'Adwa. Donc les Éthiopiens, en remportant cette victoire, ont fait chuter un gouvernement en Italie. Le gouvernement va chuter, le gouvernement de Crispi va chuter, et il y aura plusieurs jours d'émeutes en Italie par rapport à cette défaite de l'Italie. Pourquoi? Parce que le discours qui était servi aux Italiens, c'était de dire que l'Éthiopie, on va y aller comme dans du beurre, ne vous inquiétez pas, la victoire est assurée, etc. Et donc le peuple est surpris de voir tout d'un coup une énorme défaite de son armée. Et donc il y aura des troubles, il y aura plusieurs manifestations très importantes, et la question de l'Éthiopie va vraiment être présente dans la mémoire italienne, puisque l'Italie voulait se construire en lien avec l'Éthiopie, et ça va nourrir également un sentiment de revanche qui explique pourquoi Mussolini, un peu plus tard en 1935, va attaquer l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié. Pareil, dans les justifications, les Italiens vont dire qu'ils n'ont pas vaincu l'Éthiopie parce que le soutien britannique n'a pas été suffisamment fort. Et donc les Italiens vont développer un sentiment britanophobe, anglophobe, qui explique aussi pourquoi, par la suite, ils seront dans une alliance différente de celle des Anglais au moment notamment de la Première Guerre mondiale. L'intérêt des Russes, vis-à-vis notamment de l'Éthiopie, donc c'était outre cette solidarité, on va dire, culturelle et religieuse, c'était une forme d'anticolonialisme, puisque la Russie n'est pas une puissance colonialiste, c'est quand même important à souligner et à rappeler de temps en temps. Et c'était aussi la volonté pour la Russie d'éviter que l'Italie, qui est en lien avec l'Autriche-Hongrie et donc avec les puissances d'Europe centrale, ne prenne trop de puissance et ne soit en mesure de contrecarrer la présence russe au niveau des Balkans. De la même manière que les Britanniques voulaient compter sur l'Italie pour être présents en Méditerranée. Donc on est déjà, à cette époque, dans ces guerres de proxy, dans ces guerres par procuration, dans ces impérialismes que l'on retrouve encore aujourd'hui. Donc la bataille d'Adwa, la victoire d'Adwa, c'est également une bataille et une victoire géopolitique dont l'étude permet de comprendre les combats d'aujourd'hui, les conflictualités d'aujourd'hui, les luttes d'aujourd'hui. Et c'est enfin les trompettes de la renommée panafricaniste, puisque la bataille d'Adwa fait le tour du monde.
Et donc, en 1897, vous avez un nombre exceptionnel d'enfants qui naissent dans tous les hôpitaux noirs américains, caribéens, etc., avec des noms jamaïcains, avec des noms éthiopiens. Des Makonnen, des Sélassié, des races, etc. Énormément. Parce que on sait qu'il y a vraiment un pays qui s'appelle l'Éthiopie, une nation qui s'appelle l'Éthiopie, qui a résisté au colonialisme et qui fait la fierté des Noirs du monde entier. Et parmi ces Noirs du monde entier, il y en a un qui est haïtien, qui fait cette jonction entre 1804 et 1896, qui s'appelle Benito Sylvain, qui a écrit un travail sur le droit des indigènes à être propriétaires de leur propre terre, qui décide en 1897 de se rendre à Addis Abeba pour rencontrer Ménélique II et pour lui proposer de prendre le contrôle de l'union des États africains qui auraient réuni l'Éthiopie, le Libéria et Haïti, donc les 3 États dirigés par des Noirs de manière souveraine, pour prendre la défense des Noirs du monde entier. Et donc ce moment-là, d'un point de vue politique, c'est, on va dire, le feu vert à la naissance du mouvement panafricaniste qui va se développer tout au long du XXe siècle, d'un point de vue étatique. Puisque en 1900, lors de la première conférence panafricaine, la conférence panafricaine du monde, en juillet 1900, Benito Sylvain sera là, à la différence des autres participants, pour représenter un chef d'État. Il est l'aide de camp de Ménélique II et il représente l'empereur Ménélique II. Et donc on a un État, une puissance souveraine qui est représentée lors de cette conférence panafricaine à travers Benito Sylvain. On a aussi d'autres personnes, par exemple on a un Guadeloupéen, le docteur Joseph Italien, qui va également donc, être invité à la cour de l'empereur Ménélique II et qui va contribuer à la création de l'hôpital d'Addis Abeba. On a beaucoup de Caribéens, Jamaïcains, Afro-Américains, etc., qui dans ces années-là vont partir s'installer en Éthiopie et tous généralement sont des diplômés, des gens qui ont du savoir-faire. Parce que Ménélique II veut aussi développer la ville d'Addis Abeba, veut développer des infrastructures. L'Éthiopie est un pays, une nation moderne, à tel point que lorsque dans les journaux français, on apprend que malheureusement l'Éthiopie a résisté à vaincu l'Italie, eh bien il y a un journal qui dit qu'il va falloir faire avec l'Éthiopie en Afrique comme on doit malheureusement faire avec le Japon en Orient. C'est-à-dire que l'Éthiopie était au niveau du Japon. Et ça, c'est des éléments extrêmement importants à comprendre. L'Éthiopie imposait le respect à travers notamment un élément central de la puissance militaire, qui est le corrélaire de la puissance diplomatique et qui s'appuie évidemment, comme c'était souligné, sur la dimension de puissance culturelle. Et donc ces 3 éléments, le politique, le militaire et le culturel, vont constituer une forme de trinité du pouvoir éthiopien à ce moment-là. Donc Joseph Italien, qui s'installe également donc, en Éthiopie, un certain nombre d'autres figures liées également à Marcus Garvey, à l'UNIA, vont également s'installer en Éthiopie dans les années 10-20. Et l'Éthiopie va vraiment devenir, je dirais, le cœur de la projection panafricaniste. À tel point que, en 1935, lorsque l'Italie voudra prendre sa revanche, eh bien, ça va être la relance du panafricanisme révolutionnaire et anti-impérialiste à partir de la libération de l'Éthiopie de l'occupation italienne, 40 ans après la bataille d'Adwa. Donc, c'est des éléments, je pense, importants que nous évoquons lorsque nous parlons de la bataille d'Adwa, les 125 ans de la bataille d'Adwa. C'est des éléments d'actualité parce que l'Éthiopie aujourd'hui traverse une situation extrêmement difficile et c'est une nation que nous devons réellement soutenir. Là, je disais il n'y a pas très longtemps des Africains totalement stupides qui disent qu'il faut une intervention internationale en Éthiopie, qui n'ont réellement rien compris, voilà, qui sont prêts à reproduire la Libye en Éthiopie à cause de ce qui est en train de se passer au niveau du Tigré. Donc il faut développer des éléments de solidarité, il faut effectivement comprendre les différents enjeux politiques, la complexité de cette histoire très particulière, puisque la région de l'Érythrée va être ensuite effectivement une colonie italienne, c'est-à-dire que Ménélique II a vaincu les Italiens, l'Éthiopie est restée indépendante et souveraine, mais il n'a pas expulsé les Italiens de l'Afrique.
Et c'est une problématique récurrente, c'est-à-dire que quand on ne règle pas les choses une bonne fois pour toutes, elles finissent toujours par revenir. Et elles sont revenues 40 ans plus tard, avec, dans les successeurs de Ménélique II, donc Haïlé Sélassié, à Stafari, attaqué par Mussolini. Et par la suite, il y aura effectivement la problématique érythréenne, érythréo-éthiopienne, qui se poursuit jusqu'à nos jours sous d'autres formes, à travers notamment la question de l'équilibre du pouvoir éthiopien. Donc, ce sont ces éléments-là, je pense, qui sont importants à discuter, à débattre, à comprendre l'actualité de la bataille d'Adwa, le message de la bataille d'Adwa, à savoir qu'il est possible de remporter militairement des victoires contre des armées européennes. Je pense que c'est un message qui est très important, alors que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent « oui, on va faire la guerre contre la France au Mali, ceci, cela, etc. » Je pense que étudier la bataille d'Adwa permet un peu de comprendre ce qu'on entend par stratégie diplomatique, stratégie militaire. Et qu'est-ce qu'on entend également par bataille et par victoire. Puisque là encore une fois, la sagesse de Ménélique II, c'était de comprendre qu'il ne faut pas non plus acculer l'ennemi, il faut toujours laisser à l'ennemi une voie de sortie, parce que lorsque vous ne lui en laissez pas, eh bien, il ne cesse de vous harceler et de revenir. C'est une problématique que l'Éthiopie va connaître par la suite, c'est une problématique que le continent africain de manière générale connaît par la suite, et c'est un élément aussi qui permet de comprendre en quoi l'Éthiopie, pourquoi la bataille d'Adwa a vraiment une dimension réellement panafricaine. Voilà, donc je pense que j'ai dû parler déjà peut-être une bonne demi-heure. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, mais encore une fois, la bataille d'Adwa, la victoire d'Adwa, Adwa, c'est un thème extrêmement important d'un point de vue historique, d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel. C'est Hamza Boukari Diawara, historien, secrétaire général de la Ligue panafricaine mondiale. Merci beaucoup, professeur. Alors, je sais qu'on a des spectateurs, des auditeurs qui sont connectés sur Facebook. Je n'ai pas encore vu trop de questions, mais je sais que j'ai aussi des spectateurs qui, s'ils veulent intervenir et réagir, je peux leur permettre de poser des questions. Je vois Francel, je viens d'ouvrir ton micro, et Bella, voilà. Alors, Francel, si tu as une question, si tu voulais réagir, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Oui, alors Francel n'est pas connecté. Alors, on va… Oui, allô? Oui, Oui. c'est bon. Alors, voilà. Oui, alors tu as bien assisté à cette conférence. J'apprends une nouvelle. On a perdu notre grand frère Bernie Euler. Oui, on est au courant. On va lui rendre hommage, mais là, on vient d'écouter le professeur Hamza Boukari. Oui, mais ça passait mal. Je t'entends bien fort, mais pendant… le professeur parlait, ça passait très mal, j'ai pas bien entendu. Même Bella m'a appelé, elle m'a dit aussi. Ah bon, alors c'est bizarre, on s'entend sur Facebook. Sur Facebook, ça passait là, je bien. Comme tu… D'accord, ok. Bon bah. Là, je t'entends bien, mais… Tu as une question? Est-ce que donc t'as pas entendu? Est-ce que tu avais une question? Non, j'ai pas bien entendu. Bon, je remercie beaucoup le professeur pour toute l'équipe, Django, Lion et puis les TEF. C'est à ce moment, je dis merci pour le travail, voilà, il n'y a rien d'autre. Bah, j'ai pas bien entendu le professeur. Alors, je vais faire un peu de publicité pour toi aussi, parce que c'est Francel Musique. Donc, tu peux… voilà, j'ai fait une petite pub, Francel Musique, que vous pouvez reconnaître dans tous les sound systems avec ses affiches, ses panneaux, ses drapeaux. Donc, merci Francel. J'ai Bella qui est aussi parmi nous. Bella, si tu veux réagir, tu ouvres ton micro. Oui, Bella, tu peux ouvrir ton micro pour me dire? Sinon, je vais prendre une question tout de suite d'une auditrice. Je vais lui donner la parole. Bonsoir, professeur. Okay. J'aurais savoir, en fait, au moment de la bataille, vous avez expliqué que plus de 40 000… non, pardon, qu'il y avait des alliés érythréens qui ont été soutenir l'armée de Ménélique II.
Et du coup, est-ce qu'on peut faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, les tensions qui persistent? Est-ce que c'est encore dû à un fait colonial qu'on connaît bien, voilà, le colon qui instille des idées comme ça de division qui fait que finalement, ils n'ont pas réussi à maintenir cette solidarité qu'ils avaient eue à l'époque? En fait, il y avait déjà des divisions au niveau de l'Éthiopie. En fait, on est dans un ensemble de provinces. Et l'intérêt, en fait, la volonté de Ménélique II, c'était un peu de réunir tout ça, de réunifier un peu tout ça, avec différentes difficultés. Sauf que les Italiens étaient présents au niveau de la côte et les Italiens avaient, on va dire, des alliés de leur côté, un certain nombre de princes de race qui étaient de leur côté, avec quelques-unes de leurs troupes, mais qui n'étaient pas majoritaires, c'est vraiment une minorité. La problématique, c'est que la région du Tigré était à l'époque divisée donc, entre la province éthiopienne du Tigré et la colonie italienne. Et la volonté des Italiens, c'était de contrôler, on va dire, l'Éthiopie, l'ensemble de l'Éthiopie depuis l'Érythrée, qui serait restée leur colonie, et ils auraient fait de l'Éthiopie un protectorat. C'est-à-dire, en gros, ils auraient fait de l'Éthiopie une sous-colonie de l'Érythrée quelque part. Et donc, en fait, on est dans ce jeu qui consiste effectivement à privilégier un groupe plutôt que l'autre, qu'on retrouve également à cette époque-là au niveau de l'Afrique des Grands Lacs avec la construction des ethnies au niveau du Burundi et du Rwanda. Et dans le cas des Askari, donc c'était des soldats que l'armée coloniale italienne recrutait, c'est l'équivalent un peu des tirailleurs sénégalais. Eh bien, il y avait effectivement des Tigriens qui étaient contraints à participer à cette bataille. Et beaucoup hésitaient, beaucoup ne voulaient pas. Et les Italiens, quand ils arrivent sur la bataille d'Adwa, pensaient que les hommes de Ménélique allaient plutôt faire défection, parce que c'est ce qu'on leur avait fait croire. Mais il n'y a que, je crois, un ou deux princes qui ont fait défection à Ménélique II, alors que du côté plutôt de l'armée italienne, eh bien, les soldats africains étaient très réticents effectivement à se battre contre finalement leurs cousins ou leurs propres frères. Et par la suite, comme l'Érythrée va rester une colonie, va être un peu sacrifiée par les souverains éthiopiens, parce qu'ils avaient d'autres enjeux, il y a des questions de géostratégie interne, eh bien, lorsque l'Italie va perdre ses colonies, eh bien, on va se retrouver avec une problématique entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui va d'abord passer par le cadre d'une fédération Éthiopie-Érythrée, puis ensuite d'une annexion de l'Érythrée par l'Éthiopie, fin des années 50, début des années 60, au moment où l'OUA se met en place. Et donc, dans le cas de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le principe qui va être retenu, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc, ça va poser la question de est-ce que l'Érythrée est réellement une colonie ou pas? Est-ce que ceci, cela, etc. Est-ce que l'Éthiopie est une puissance, entre guillemets, colonialiste, sous-colonialiste, sous-impérialiste, etc. Et donc, pendant 30 ans, il y aura une guerre entre les Érythréens et l'Éthiopie, entre Asmara et Addis Abeba, qui va aboutir en 1993 à l'indépendance de l'Érythrée. Mais tout ça aussi, c'est lié à une histoire très particulière, qui est aussi traversée par il y a eu des changements de régime au niveau de l'Éthiopie, il y a eu toute une connexion avec la question de la guerre froide, mais on est, entre guillemets, dans un conflit de règlement de compte entre cousins, finalement. Et c'est pour ça, notamment, que quand les Cubains interviennent en Éthiopie, contre la Somalie à l'époque, quand la Somalie était pro-américaine et que l'Éthiopie était pro-socialiste, pro-soviétique, les Cubains qui interviennent avec l'Éthiopie disent aux Éthiopiens, on intervient avec vous contre les impérialistes, mais on n'ira jamais combattre les Érythréens, parce que nous, on ne vient pas pour aider les Africains à se battre entre eux. C'est vraiment la solidarité cubaine, on vient pour libérer les Africains, mais on n'intervient pas dans des combats où les Africains se battent entre eux. Et donc, cette question du coup de l'Érythrée fait que pendant plusieurs années, la frontière entre les deux pays va être fermée, les relations seront extrêmement tendues. Je laisse un peu Corée du Sud, Corée du Nord, de manière caricaturale, jusqu'à ce que Abiy Ahmed arrive au pouvoir et fasse la paix avec l'Érythrée, ce qui va aller notamment le prix Nobel de la paix, en sachant qu'il y a la question du pouvoir tigréen qui avait contrôlé l'Éthiopie pendant les décennies précédentes,
et qui, du coup, perdent d'une certaine manière une forme de base arrière que pouvait représenter l'Érythrée. Et donc, on se retrouve dans ce contexte-là où il y a une problématique tigréenne qui est aussi le résultat en partie de la paix ou des relations avec l'Érythrée. Plus également le cas du Soudan qui est à côté, puisque déjà à l'époque d'Adwa, un peu avant Adwa, les Éthiopiens se battaient également contre le Mahdi, donc c'était des mouvements de troupes de rebelles soudanais au niveau de l'Ouest, se battaient précédemment contre les Britanniques du temps de l'empereur Johannes et également contre les Italiens. Donc cette situation-là fait qu'aujourd'hui, c'est plus les puissances coloniales qui sont là, mais c'est des puissances africaines qui ont gardé l'héritage de conflits coloniaux, parmi lesquels se trouve notamment la question des frontières, puisque l'Éthiopie n'a pas été colonisée, est la seule nation qui, d'une certaine manière, a imposé ses frontières. C'est l'Éthiopie qui a décidé de ces frontières, et l'idéal aurait été quelque part que l'Éthiopie conquérisse toute l'Afrique, puisque l'Éthiopie était souveraine. Donc voilà, mais maintenant, dire qu'il faudrait que l'Éthiopie conquérisse toute l'Afrique, ben déjà ceux d'à côté disent non, on ne veut pas, nous on est des Somalis, il y a des Somalis en Éthiopie, donc au niveau de l'Ogaden, il faut enlever cette partie de l'Éthiopie, la rattacher à la Somalie, faire la grande Somalie, etc. Donc il y a tous ces éléments-là historiques qui sont liés à la question des frontières et qui sont liés au fait que l'Éthiopie a cette particularité d'avoir été, entre guillemets, mettre quelque part de ses frontières au contraire des autres pays, et d'avoir aussi eu cette dimension, entre guillemets, sous-impérialiste qui lui a permis de résister aux puissances coloniales expansionnistes. Et d'une certaine manière, pour dire les choses très clairement, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Et l'Éthiopie avait les moyens d'attaquer. Au contraire des autres puissances africaines, autres résistances africaines, qui elles ont été vraiment divisées pour mourir. L'Éthiopie avait les moyens de s'armer. L'Éthiopie avait le poids démographique suffisant. Il y a une autre bataille en Afrique qui est très célèbre, mais totalement inconnue, qui avait eu lieu en 1879, la bataille d'Isandlwana en Afrique du Sud, au cours de laquelle je ne sais plus quel fils d'empereur français avait été assassiné, je pense que c'était un des fils de Napoléon, quelqu'un de la famille napoléonienne qui avait été assassiné par les Zoulous sur le champ de bataille. C'était une très bonne chose d'ailleurs à l'époque. Mais cette bataille d'Isandlwana n'a pas empêché ensuite l'avancée des colons et n'a pas permis aux Noirs d'Afrique du Sud de créer un espace qui leur aurait permis ensuite de s'étendre, contrairement à l'Éthiopie. Donc les conflits d'aujourd'hui, la géopolitique d'aujourd'hui, elle a des liens avec cette histoire-là. Et Adwa, c'est vraiment l'événement que le gouvernement éthiopien célèbre. Là, vendredi, j'interviens à l'UNESCO avec le gouvernement éthiopien et l'UNESCO. C'est vraiment pour eux quelque chose qu'il faut célébrer. Et c'est quelque chose qui, à l'époque où le gouvernement était plutôt tigréen, du nord, de la région d'Adwa, on utilisait la commémoration de cette bataille pour justement se recentrer sur la région centrale, puisque les deux étaient du choix, donc la région centrale et Amara, etc. Et pour, on va dire, ménager la susceptibilité des uns et des autres. Donc c'est quelque chose effectivement qui est très sensible. Et donc là, actuellement, il y a par exemple des personnes qui disent oui, c'est hors de question de célébrer Adwa aujourd'hui parce que dans la région, il se passe des choses très graves, etc. Tout ça. Donc c'est évidemment en lien avec l'actualité. C'est évidemment en lien avec l'actualité. Et c'est l'actualité qui ne se limite pas non plus à l'étude. Alors, il y a une question. Quelle place ont les religions en Éthiopie? Ça veut dire, sachant que avant la répartition du continent africain du sommet de Berlin, l'Éthiopie avait accès à la mer. Et après la colonisation et la répartition, il y a eu l'État de Djibouti pour les Français, il y a eu l'État de Somalie pour les Anglais et l'Érythrée normalement pour les Italiens. Sachant que toutes ces populations érythréennes, somaliennes et djiboutiennes sont musulmanes, quelle place
à les religions, justement, en Éthiopie, en fait. En fait, on est sur une nation qui est orthodoxe chrétienne, donc c'est une chrétienté, on va dire, différente de celle qu'on connaît au niveau de Rome ou de Byzance, donc avec un archevêque qui a, qui a un pouvoir religieux, qui a aussi un pouvoir symbolique du point de vue judiciaire. Par exemple, lors de la bataille d'Adwa, il y avait des prisonniers donc, qui avaient été capturés, et les prisonniers n'ont pas été traduits en justice par la justice civile, mais par la justice religieuse. Donc c'est l'archevêque qui a prononcé les peines pour les prisonniers. L'empereur, Ménélique II, aurait pu éventuellement, entre guillemets, amnistier, mais la tradition veut qu'il se plie en fait au pouvoir, aux décisions du pouvoir religieux. Donc c'est un pouvoir qui est assez important, qui renvoie en fait à une dimension civilisationnelle, c'est-à-dire que c'est lettré, il y a une langue liturgique, le guèze, il y a des livres saints, il y a des dynasties salomoniques notamment, il y a une orientation biblique très claire qui montre en tout cas que l'Éthiopie est probablement effectivement la nation réellement chrétienne en tant que telle. Et en même temps, il y a effectivement une présence musulmane sur le territoire qui n'est pas, on va dire, l'élément déstructurant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte, entre guillemets, de guerre de religion en tant que tel, on est plus sur des problématiques de régionalisme, des problématiques de fédéralisme, des problématiques également identitaires et ethniques, mais le religieux n'est pas, on va dire, l'élément le plus déterminant. Il y a une forme de tolérance, une forme d'ouverture, avec les limites que ça peut avoir. Mais ça aussi, je pense que c'est un élément qui est important à souligner. Et ensuite, la forme décentralisée de l'État fait qu'il y a, on va dire, davantage d'autonomie de ce point de vue-là. Donc, c'est un peu une particularité, je pense, de l'Éthiopie. Et c'est un peu le point sur lequel l'élément de la division ne porte pas réellement. Alors, l'Éthiopie intervient notamment en Somalie, contre les Chebabs, donc par rapport à la question de la présence musulmane. Elle va avoir aussi une histoire évidemment traversée par les liens avec Israël, donc la question des Falachas, évidemment, la 12e tribu perdue d'Israël, qui sont en fait la tribu originelle, la véritable tribu, et qui vont faire l'objet effectivement dans les années 80 de 2 puis 3 opérations Moïse et Salomon pour les ramener, entre guillemets, en tout cas plutôt les amener sur ce qui serait la véritable Terre Sainte, et qui produit également, on va dire, une relation géopolitique assez particulière entre Addis Abeba et Tel Aviv, et qui va être aussi instrumentalisée au moment du conflit contre l'Érythrée. Ça aussi, c'est très important, la question de la place de la religion juive fait aussi partie des éléments, on va dire, de géopolitique dans les relations de l'Éthiopie avec les États voisins. Mais c'est une puissance culturelle, et à partir du moment où vous êtes une puissance culturelle, je pense que la question de la religion, elle est, comment dire, diluée et dissoute dans la dimension de puissance culturelle et de civilisation. Je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de pays africains aujourd'hui qui ont cette problématique-là, c'est de reconstruire leur base civilisationnelle. Si vous avez une base civilisationnelle suffisamment solide, peu importe que l'islam, toutes les religions, etc., arrivent, vous gardez votre base civilisationnelle. Mais si cette base-là a été coupée, détruite, maudite, c'est très compliqué de récupérer les éléments qui permettent ensuite d'emmagasiner, d'encaisser ces différents. Alors, aussi, qui a armé l'Éthiopie à l'époque de la bataille d'Adwa? Parce qu'on parle de milliers de fusils, mais qui l'Éthiopie ne fabrique pas? Qui leur donne les armes? Alors, l'Éthiopie avait à peu près, je crois, 50 000 armes à feu, alors de diverses qualités. Il y en avait des modernes, mais la plupart étaient assez rudimentaires.
C'était des armes qui passaient par Djibouti. Donc, il y avait des armes françaises, il y avait des armes britanniques, probablement. Alors, il y avait des marchands d'armes dans la région, donc il y avait tout un trafic qui permettait de s'armer. Et d'autre part, Ménélique II voulait moderniser son appareil d'État. Donc, avant même les armes, vous ne pouvez pas faire la guerre si vous n'avez pas le téléphone, le télégraphe, la poste. Et donc, c'est des éléments que Ménélique II va installer en Éthiopie. Et c'est très important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces communications-là, vous ne pouvez pas faire la guerre. Et c'est quelque chose d'extrêmement pertinent, les communications, parce que beaucoup de choses, en fait, est passé par de la capture de renseignements et d'informations. Ensuite, quand Ménélique II s'armait, qu'il achetait des armes, il essayait également d'en produire. Donc, il y avait tout un travail pour mettre en place une usine de production d'armements locaux. Ce qui est intéressant, par exemple, sur les liens avec la Russie, c'est que quand la Russie propose d'envoyer non pas des armes à l'Éthiopie, mais des médecins, notamment la Croix-Rouge russe, eh bien, l'Italie va mettre son veto. Pareil, la Russie avait ouvert un fonds de solidarité avec l'Éthiopie, un fonds abyssinien, comme ils avaient appelé ça, qui va être, comment dire, bloqué par les Italiens et par les Britanniques et les Français. Donc, c'est assez intéressant de voir que quand un pays tente de s'organiser par lui-même, on lui met des bâtons dans les roues. Alors, il y avait probablement aussi, comment dire, une volonté de la part d'Haïti d'aider l'Éthiopie. Mais là, alors il y a eu potentiellement de l'aide haïtienne. Haïti avait déjà aidé après la Révolution Simon Bolivar pour libérer la Grande Colombie avec des armes, de l'argent, etc., et des hommes. Dans le cas de Haïti et Éthiopie, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'à la fin du 19e siècle, Haïti, donc déjà il y a eu la coupure avec Saint-Domingue, est vraiment dans une situation de décrépitude, d'anarchie, provoquée notamment par l'impérialisme américain, et n'est pas tellement en capacité, on va dire, de peser. Mais le fait que symboliquement, même pas symboliquement, mais que politiquement, Benito Sylvain soit nommé aide de camp, donc militaire, une fonction militaire de Ménélique II, montre bien qu'il y avait cette volonté de connecter la résistance haïtienne avec la résistance éthiopienne. Voilà, donc c'est des éléments qui montrent que l'organisation de la défense, l'organisation militaire éthiopienne était à la fois endogène et en même temps s'appuyait, on va dire, sur les différents réseaux, soit de solidarité, soit des réseaux marchands, soit d'autres, comment dire, d'autres stratégies. Et là, le plus important, encore une fois, c'est que Ménélique II a toujours caché aux Italiens le nombre d'armes qu'il possédait et le nombre de soldats qu'il pouvait mobiliser. Et ça, c'est très important. Très important. Toujours cacher votre véritable force. Et ça aussi, c'est des leçons, je pense, à retenir pour l'actualité, où, Africains aussi faibles que nous sommes, ben, nous aimons montrer le peu de force que nous avons. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, moi je veux bien qu'on botte l'armée française du Mali, mais il faut aussi travailler la question de c'est quoi aujourd'hui l'armée malienne? C'est quoi aujourd'hui une force africaine qui libérerait réellement l'Afrique? C'est ça les vrais enjeux. C'est pas de savoir si on met l'armée française dehors, etc. Si on a une vraie force armée africaine, ben, ils iront dehors tout de suite. On n'aura pas besoin de se mettre avec les Russes en Centrafrique, etc. On s'en sortira. Mais tant qu'on reste sur qu'est-ce qu'on peut montrer pour impressionner la France, regardez, on va vous mettre dehors, etc. On est puissant, ça, alors que nenni, on ne s'en sort pas. Et c'est ça la stratégie de Ménélique, c'est ça la stratégie des anciens. C'est ça qu'il faudrait apprendre aujourd'hui dans les écoles de guerre et dans les écoles où on forme les futurs généraux et générales du continent africain de demain à faire la guerre. La bataille danoise, c'est une leçon militaire, c'est une stratégie militaire. Et ça, c'est ça qui est très important aujourd'hui. Ça montre que, puisque c'est la victoire d'une armée africaine contre une armée européenne, qui est beaucoup plus moderne, ça montre qu'avec des armes de moindre qualité, comme les Haïtiens l'avaient fait contre l'armée de Napoléon, eh bien, on peut remporter une bataille sur le plan militaire si on a mis tout ce que j'ai indiqué précédemment, c'est-à-dire qu'on donne des fausses informations à l'adversaire, on lui fait croire qu'il va arriver sur le champ de bataille
lui, ils seront 10 000, vous serez juste 1000, mais en réalité, vous serez 10 fois plus que lui. Comme ça, il se jette dans la vie. C'est tout ça, c'est des éléments qui font qu'on remporte des batailles et qui sont extrêmement intéressants. Regardez, là, j'ai pas tout raconté, mais la bataille d'Adwa, c'est passionnant. Puis d'autres batailles africaines, l'histoire militaire de l'Afrique, elle est passionnante. Mais qui, aujourd'hui, dans les milieux panafricains, dans les trucs sur Facebook, prend le temps d'étudier l'histoire militaire de l'Afrique? Personne. En revanche, à l'école de guerre d'Éthiopie, ils connaissent, ils étudient. Ils savent comment faire. Et ça aussi, ça doit, je pense, aussi nous interpeller quelque part sur, comment dire, le fait que nous sommes des aboyeurs inconséquents. Voilà. Pour dire les choses de manière claire. Des aboyeurs inconséquents. Parce qu'on ne s'appuie pas sur les questions de stratégie militaire, sur les questions de guérilla et sur tout ce qui permet d'induire l'adversaire en erreur. Voilà, tous nos événements sont annoncés 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, tel jour on sera à tel lieu, tel endroit, etc. Vous imaginez bien que si Ménélieu avait fait pareil, imaginez un seul instant. Il appelle les Italiens, écoutez, je serai là à telle heure, tel moment, etc. Non. Donc tout ça, c'est vraiment des leçons par rapport aux luttes qui vont s'ouvrir dans ce XXIe siècle, puisqu'on est effectivement de plus en plus nombreux à estimer qu'à un moment ou à un autre, comme Cedar James le disait déjà en 1935, il y aura nécessairement à un moment ou à un autre une vraie bataille militaire en Afrique entre une vraie armée africaine et une armée non africaine. Ça, on ne coupera pas à un moment ou à un autre dans le siècle qui arrive. Je ne sais pas où ça aura lieu en Afrique. Encore une fois, je rejoins la condamnation de la bêtise de ceux qui disent qu'il faut une intervention internationale en Éthiopie, de ceux qui disent qu'il faut que le Conseil de sécurité se réunisse sur l'Éthiopie. Au contraire, il faut qu'en tant qu'Africains, nous soutenions l'Éthiopie et qu'aucune puissance non africaine ou aucune puissance africaine liée aux intérêts américains ou autres ne mette le pied en Éthiopie. C'est très important. Merci beaucoup, professeur.